Salut, nouvelle petite vidéo ici pour parler des différents documents que l'on risque de rencontrer au CESS, parce que des CESS d'histoire, il y a certains documents types qu'ils aiment rencontrer. Alors je vous rappelle, il y a trois grandes familles de documents, les documents écrits, les documents iconographiques et les documents schématiques. Les documents écrits sont évidemment les documents les plus fréquents au cours d'histoire et dans le CESS. Et il faut distinguer néanmoins les différents types de documents. Alors, je vous ai préparé ici les CESS sur le côté. Et on va un peu passer sur la manière dont les corpus sont organisés. Alors, l'un des premiers types de documents que l'on peut rencontrer, c'est un document d'archive, un document qui date du moment des faits, tel que le télégramme diplomatique. Alors ici, vous voyez qu'il y a une reproduction du télégramme qui est faite. On n'a pas toujours ceci, hein. Si jamais la reproduction est dégueulasse, on va le voir par exemple avec un compte rendu juste après, ils vous font la retranscription à la page suivante. Mais donc, on a plein d'éléments un peu partout sur ce document, voilà, qui ne sont peut-être pas les plus utiles, donc il faut aller directement, on va aller dans le récit, hein, voilà. Un télégramme diplomatique, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un diplomate qui envoie une information depuis son ambassade au chef de son État ou au ministère de l'État pour lequel il travaille et qui donne compte, qui rend compte de la réalité des événements. Donc ça date directement du moment des faits. On est vraiment alors dans le feu de l'action. Dans le CSS de 2012, qui s'appelait encore le TESS, vous avez un document plus ou moins similaire qui est le compte rendu de réunion. Ici, vous voyez, bah, c'est un peu, je crois que le texte à l'origine est en anglais, donc c'est tout simplement illisible et vous avez quelques informations qui sont mises ici, voilà, top secret, le fait que le document a été déclassifié hein, par la suite, parce que s'il était top secret, ça veut dire qu'on ne pouvait pas le consulter. Et là, la signature de Robert McNamara avec l'année 1962. Et ici, vous avez alors à la page suivante une sorte de résumé de ce que l'on retrouve dans ce compte-rendu en français. Et donc c'est un autre document directement d'époque, un autre document d'archives, le compte-rendu de réunion. Ça, ce sont donc des documents vraiment très intéressants pour prendre connaissance des acteurs, des témoins directs des faits, de ceux qui étaient là au moment des faits. Alors un autre document d'époque, on va revenir sur enfin, on va rester ici avec ce CSS 2012, avec le discours. Ici vous avez une intervention de Fidel Castro. Parfois, vous avez des discours qui sont faits à la radio, c'est possible aussi, hein. Des discours politiques faits par des figures politiques. Ici, c'est donc un discours de Fidel Castro devant le comité central du Parti communiste. Ces discours ont dû être retranscrits. Et donc, il faut se demander bien souvent comment est-ce qu'il a été retranscrit, comment est-ce qu'il a été conservé, comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à nous. Parce qu'à la base, c'est un document oral, c'est un document voire télévisuel. Et ici, on peut voir que donc, nous avons un éditeur scientifique, Vincent Tous, qui est chercheur au Centre de recherche d'études d'Amérique latine. Donc, quand vous avez un discours, vous devez vous demander comment est-ce qu'il est venu jusqu'à nous, en ne confondant pas l'éditeur du texte, celui qui a retranscrit le texte et qui nous l'a rendu accessible, parce qu'ici, Fidel Castro, il parlait en espagnol, pas en français, et l'auteur du texte, celui qui l'a vraiment dit, hein, celui qui a vraiment dit le texte. Autre chose, alors là, on va aller dans celui de 2016, le document 5, ici, non, le document 10, pardon. Voilà, vous avez des témoignages d'époque. Bon, là, ils sont faits a posteriori, donc ça rentre dans les souvenirs, et on va en parler par la suite. Mais donc, des témoignages d'époque, des témoignages demandés, faits auprès de gens qui y étaient. Ce sont d'autres types de documents écrits. Ici, vous voyez que ça a la forme d'une interview, hein, avec la question suivie de la réponse. Et en dessous, vous avez propos tenus par, lors d'une interview. À nouveau, vous avez donc un éditeur, vous avez quelqu'un qui a retranscrit les propos. Ici, c'est Thierry Durand. Et vous avez toujours normalement en dessous hein, les mini-biographies des individus qui sont là. Les mémoires, donc, parce que là, les témoignages n'ont pas été faits au moment des faits, on voit qu'ils ont été faits en 2015, donc on est longtemps après la chute du mur de Berlin, vu que là c'est le thème de ce document-ci. Les mémoires sont souvent utilisées. Vous avez au CSS de 2012, par exemple, les mémoires de Nikita Khrouchtchev. Nikita Khrouchtchev ici qui écrit après la fin de sa carrière politique,
qui se remémore les événements et qui les présente tels que ses souvenirs l'arrangent. Hein. En se fondant sur ses propres pièces d'archives, ici on voit que il cite un rapport qui lui a été fait, donc ce ne sont pas juste des souvenirs abstraits, juste rappelés à la mémoire, il y a souvent des notes qui ont servi de base de souvenirs. Mais évidemment, quand on raconte ses souvenirs politiques à la fin de sa vie, bah, le but c'est d'un peu de se mettre en valeur. Donc il faut aussi se méfier de ce genre de documents pour ce genre de choses-là. Il y a alors quelque chose à confronter entre ce qui est dit dans les souvenirs et ce qui est dit par ailleurs. Alors ici vous avez donc un témoignage qui est fait par quelqu'un qui était à la tête d'un pays. Nikita Khrouchtchev était le leader de l'Union soviétique. Et ici vous aviez donc les témoignages faits par des individus qui étaient là au moment des faits, mais qui ne sont pas, on va dire, des leaders politiques, etc. Et qui ont, ces deux types de témoignages ont évidemment une valeur un petit peu différente. Maintenant, vous avez encore d'autres types de documents écrits. Alors en 2017, ils ont été un peu rigolos et ils ont sorti un article Wikipédia qui l'ont ressorti tel quel, avec l'avertissement tel qu'on peut le trouver sur Internet. Attention, cet article ne cite pas suffisamment ses sources. Parce qu'on voit qu'il cite bien ses sources, mais il ne cite pas suffisamment ses sources. Hein. Donc, normalement, l'article encyclopédique, il n'y a pas que Wikipédia qui le fait. J'ai deux encyclopédies ici derrière moi, là. Ça, c'est une encyclopédie sur l'histoire de la guerre au Moyen-Âge, en 3 volumes par, les presses universitaires d'Oxford. L'encyclopédie, normalement, nous relate un état connu du savoir, quelque chose que l'on ne remet plus en doute, ou qui va être remis en doute par la suite, mais qui, au stade, au moment où on l'écrit, ça va, c'est connu. C'est un peu différent de l'article scientifique. On revient en 2012 avec le document 1 ici. Là, vous avez un article scientifique. L'article scientifique fait généralement part de trouvailles, de découvertes de quelque chose de nouveau. Et il se distingue notamment par sa référence bibliographique, où on voit le nom de l'auteur, le nom de l'article, et puis on dit que c'est dans une revue scientifique. Hein, ici, vous avez la précision, la culture de, voilà, hein, la revue Culture et Conflit qui est soutenue par la CNRS, c'est précisé. Alors, quelque chose qui est typique de l'article scientifique, qu'on ne retrouve pas tellement dans les articles encyclopédiques normalement, c'est la note en bas de page. Sur Wikipédia, ils mettent des notes en bas de page, enfin des notes oui, des notes. Mais généralement, dans une encyclopédie, on ne met pas de notes en bas de page, on fait une bibliographie récapitulative à la fin de l'article, où on dit tout ce que l'on a tiré dans ce propos ici, on peut le retrouver dans tel et tel et tel livre, pour donner la différence. Ça boucle un peu le tour des documents écrits, avec des documents qui datent directement des faits, des documents qui sont postérieurs aux faits. J'en ai oublié un parce que j'étais un peu vite. Et alors celui-là, il me présente un décalage léger avec les faits, c'est bien sûr les articles de journaux qui sont écrits en réaction aux faits, hein, par rapport par exemple au compte rendu de réunion, au discours politique, au télégramme diplomatique. L'article de journal a parfois un petit jour de retard. Alors on peut le voir ici, vous avez l'article Le drapeau rouge. Ben ça, cet article, il est fait un jour après le discours de Nikita Khrouchtchev, qui est mentionné ailleurs dans les documents. L'article de journal, il est parfois neutre et il est souvent engagé. Ici, on a voilà, le journal s'appelle Le Drapeau Rouge, c'est un journal communiste. Dans le CSC de 2016, vous aviez les documents, si je ne me trompe pas, 1 et 6. Voilà, ici vous avez un article de journal dans Le Nouvel Observateur, un autre article de journal, ici le document 6, dans Zénith, le monde vu de Rome. Et alors là, il faut toujours s'interroger, ok, mais quel est le point de vue du journal? Ici, par exemple, celui-ci, Zénith, c'est une agence de presse internationale spécialisée et qui est ultra-catholique. Voilà, c'est surtout ça. Donc il faut se demander, quand vous êtes face à un journal, quel est le degré de spécialisation du journaliste et surtout quelle est la ligne éditoriale du journal. Parce que les journaux ont bien souvent une ligne éditoriale et c'est pour ça que certaines personnes vont préférer lire Le Monde et d'autres préférer lire Le Figaro ou d'autres lire encore autre chose en fonction de leurs affinités politiques. Hein. Le Figaro, par exemple, est connu pour être plus de droite, Le Monde pour être plus de centre-gauche, et vous avez toutes des variantes comme ceci. Donc il faut bien s'interroger.
Maintenant, je peux donc passer au document iconographique. Alors, un document iconographique intéressant qui a été paru en 2007, c'était par exemple celui-ci. Vous avez donc une photographie. En fait, quand vous avez une photographie, vous avez des éléments parfois de montage, hein. Ici, vous voyez, les éléments principaux sont sur des axes tiers. Euh, ok, d'accord. Mais il faut surtout essayer de mettre ce document en relation avec les autres. Alors, étape numéro 1, mettre vraiment des mots sur ce que vous voyez. Mettre des mots à côté des choses, ça permet de concrétiser ce que l'on voit. Ici, on voit une calèche et un vélo sur ce qui ressemble quand même à une autoroute, complètement vide. Donc voilà, une fois qu'on met les mots sur ce que l'on voit, on concrétise et ça permet de plus facilement faire des liens. Cette technique est encore plus importante quand on veut faire une étude de caricature. Alors, une très belle caricature qui était sortie en 2012, c'était celle-ci. Pourquoi très belle? Parce qu'en fait, dans la caricature, tout fait l'objet d'un choix du caricaturiste. C'est un dessinateur, souvent intelligent et malin, qui représente plusieurs choses par le biais d'une seule image qui a l'air horriblement simple, mais qui en fait cache beaucoup de références. Alors ici, vous avez par exemple le bâtiment historique de Berlin, dont j'oublie le nom, mais qui représente Berlin. Ici, vous avez les têtes des différents chefs politiques, Kennedy, Khrushchev, euh, que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Ça va être souvent plus facile à identifier si on a vu des photos avant. Ici, vous avez De Gaulle, connu pour son long nez. Hein, voilà. Grand, d'ailleurs, c'est le plus grand de la bande. Bah, De Gaulle était grand, il a un grand nez. Enfin, soit. Et donc, vous avez différents personnages. Et alors, ça, c'est cela dont je vous montre la caricature ici parlait pas de la chute du mur de Berlin, ni de la construction, mais de la crise des missiles de Cuba. Et donc, Berlin, ça n'a rien à voir là, mais regardez, les personnages sont constitués de briques, hein, sont habillés de briques, et bah, ça c'est un choix du dessinateur. Rien n'est innocent dans une caricature. Hein, donc il faut vraiment mettre des mots sur ce que l'on voit, même les éléments les plus anodins, même les éléments qui sautent pas aux yeux, parce que c'est là que se cache l'intelligence du caricaturiste et que se trouvent les éléments les plus intéressants pour une critique de document. En 2017, ils avaient utilisé beaucoup de caricatures. Euh, voilà. Hein. Et ils ont aussi utilisé notamment une bande dessinée. Alors la bande dessinée, c'est un mélange entre l'écrit et le dessin, où il faut bien faire les deux. Il faut bien lire les éléments qui sont écrits et interpréter, mettre des mots sur les images. Euh, parce que, à nouveau, dans le dessin, il y a des choix. Hein. Dans la photo aussi. Hein. Alors, on pourrait se dire, bah, la caricature, c'est en décalage avec les faits, c'est par après. La photo, c'est au moment des faits. Certaines photos sont prises au moment des faits, d'autres ne le sont pas du tout. Elles sont prises a posteriori. Il s'agit de montages qui ont été refaits après pour illustrer un événement. Hein, les politiciens aiment bien faire ce genre de choses. Ah bah zut, on n'avait pas pris photo du moment où tu as fait un grand discours. Ah bah c'est pas grave, on va reprendre une photo de moi devant ma radio en train de prendre ce grand discours. Il y a souvent ce genre de petites combines. Maintenant, deux derniers types, les derniers types de documents, les documents schématiques. Alors parmi les documents schématiques, vous avez le graphique. Hein. Et il faut se méfier des courbes, parce que là, vous voyez une courbe qui monte, vous dites, bah ça va mieux, mais c'est le taux de chômage. Donc voilà, il faut se demander ce que les courbes représentent. Vous pourriez avoir une courbe qui descend et vous dit, bah ça va pire, mais ça pourrait être le taux de mortalité infantile par exemple. Donc, face à un schéma, il faut vraiment regarder ce que la courbe représente, ce que les axes indiquent, c'est essentiel. Vous avez aussi le tableau de données. Alors, ça a été utilisé dans le CESS de 2019. Vous avez ici un tableau de données avec des pourcentages. Les pourcentages sont des données relatives, c'est-à-dire que ce ne sont pas des données brutes, ce sont des données qui indiquent qui représente un calcul. Et donc, quand vous avez des pourcentages ou ce genre de choses, bah, il faut être bien conscient que vous êtes face à des données relatives, donc relatives par rapport à quelque chose. Et quel est ce par rapport auquel on travaille? Donc, ça demande une véritable réflexion, une véritable enquête un peu sur ce que les chiffres représentent. Il ne faut pas les prendre à valeur comptante, il faut vraiment réfléchir dessus avant de les utiliser. Donc ça fait un peu le tour de tous les documents clés et types que l'on retrouve au CESS.
Vous avez parfois des variantes ici, vous avez un mélange de dessin et de texte, ou alors parfois des affiches publicitaires, comme ici. Voilà, mais vous avez vraiment vu l'essentiel et j'espère que oui. Donc, dernière chose, c'est dans la construction du corpus, vous avez toujours des informations qui viennent en dessous. Dans les informations qui viennent en dessous, vous avez le nom de l'auteur, souvent la revue dans laquelle il a publié, le livre dans lequel il a publié. Parfois, vous avez des mots qui sont expliqués. Et méfiez-vous parce que parfois, les mots, s'ils ont déjà été expliqués au préalable, c'est ici par exemple, ici vous avez SED, vous pourrez vous dire c'est quoi le SED? Si vous ne savez pas, bien c'est peut-être probablement que le mot a déjà été expliqué dans un document précédent. Par exemple, ici, voilà, au document 2. Donc, si un mot, si vous travaillez dans le désordre des documents, si vous dites, bah, je vais commencer par travailler par le document 4 ou le document 5, parce que c'est une photo, je trouve ça plus facile, voilà, bien vérifiez bien que dans les documents précédents, il n'y ait pas d'informations qui soient utiles pour vous. Le corpus des documents, il a été monté dans un certain sens, souvent exprès. Donc ça vaut la peine de regarder un œil, de jeter un œil sur le corpus de documents du début à la fin avant de commencer à picorer de gauche à droite. Voilà, ça c'était la dernière remarque. Et sur ce, bonne merde.